Donc, pour cet après-midi, il va falloir parler dans le micro parce que sinon on ne va pas vous entendre dans la vidéo. Donc il faut vraiment parler fort, sinon. Voilà. Et ceux qui n'ont pas encore de badge, qui passent à la caisse, voilà. Et sinon, on va commencer. Donc, on va commencer par. Attendez, je vais revenir sur la présentation. Donc il y a énormément d'intervenants ce soir, j'espère qu'ils vont arriver parce que on a donné les horaires à chacun, donc ils vont arriver juste à leur horaire, on va voir. Donc on va commencer par le coworking avec Frédéric Naba qui nous a bien accueillis aujourd'hui, remerciez-le, donc c'est ici de Dojo. Donc celui qui a aussi organisé pour nous tout ce qui est accompagnement, que vous aurez tout le loisir toute la journée à en profiter. Si tu as du thé et des gâteaux, c'est nous. Donc pas seulement la nourriture intellectuelle, mais aussi physique, parce que c'est important. Voilà. Et après, on va commencer par les différentes façons d'investir. Donc une nouvelle façon d'investir, c'est le coworking. Donc l'immobilier dans le coworking, donc on va voir ça tout à l'heure. Puis on va avoir aussi les travaux. Et on va voir aussi l'immobilier de demain, c'est super intéressant aussi, parce que ça c'est... J'espère que vous avez envie d'acheter son livre à Vincent, qui va bientôt arriver. Guillaume, que vous connaissez beaucoup. Émilie, donc ça je connais un peu moins, mais on va découvrir aussi. Xavier, Buvac, pour ceux qui connaissent, c'est pour les apporteurs d'affaires. On aura droit à notre notaire qui va nous montrer ce que c'est. Alors, je ne retrouve pas le... mais bon, c'est l'acte en main. Donc ça, c'est super important. Comme ça vous éviterait de payer les frais de notaire. Et puis voilà. Donc on aura pas mal d'architectes à l'intérieur, le fondateur de la gestion locative, ça c'est pas mal. Et puis, donc chasseur de milliers. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans les avions. On va espérer qu'ils ne sont pas comme notre caméraman qui est resté au Canada. Donc, donc on va commencer par... New York, Tokyo, très compliqué. Voilà, par le dojo avec leur expérience dans le coworking. Je vous remercie. Alors bonjour à tous et bienvenue. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est grâce à Alexandre Quach, qui fait à la fois partie du cercle des investisseurs en immobilier, qui est présent, et qui est devenu partenaire Dojo il n'y a pas longtemps. Je vais commencer rapidement par vous présenter Dojo, parce que Dojo ce n'est pas que... tu peux me remettre sur la mienne par contre? Hop là, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc Dojo, c'est un acteur de l'économie de l'essaim. L'économie de l'essaim, économie collaborative, c'est quoi? Ça regroupe beaucoup d'éléments que vous connaissez, que vous avez vu passer. L'émergence des réseaux de business angel est un exemple, l'émergence du crowdfunding est un exemple, l'émergence de l'open source, du crowdsourcing sont également des exemples de cette logique du retour du collectif qui reprend l'ascendant, qui reprend la main par rapport à des grandes entités, des gouvernements, des multinationales, etc., etc. On a d'une manière générale, lié à la génération Internet, lié à la génération des réseaux sociaux, un retour de cette puissance collective par opposition à des mastodontes, à des schémas pyramidaux ou à des choses de ce type. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu historiquement? On a vu l'apparition de l'open source à partir de la fin des années 90, et il était inimaginable à la fin des années 90 de se dire que la plupart des administrations du monde ne tourneraient plus sur Microsoft, Office, etc., mais seraient passées sur des produits open source où il n'y a pas d'éditeur de logiciels vers lesquels se tourner et autres. Dans la foulée de cette philosophie d'open source, on a vu arriver à partir du milieu des années 2000 l'open innovation.
L'open innovation, ce sont des grands groupes qui arrêtent de se dire nous sommes géniaux et avec des consultants extérieurs et nos chercheurs, on va savoir quoi faire, puis on va le développer, on va réussir à en faire des produits, à tenir le marché. Ils ont commencé à mettre en place en fait des schémas reliés à l'univers startup, à l'univers chercheur, à l'univers étudiant, pour aller chercher des gisements en fait de productivité, d'innovation, d'idées, d'analyse des nouveaux comportements, etc. C'est resté, l'open innovation, relativement timide pendant plusieurs années, puis ça a commencé à prendre de l'essor avec les mouvements d'intrapreneuriat au sein des grands groupes. Et toute cette logique d'aller chercher l'esprit entrepreneurial dans ses propres effectifs. Le problème, c'est qu'il manque un outil pour ça, qui est un outil de redistribution de la valeur créée. Et c'est là qu'on intervient aujourd'hui avec l'introduction de l'open capitalisme, la troisième étape. L'open capitalisme, c'est quoi? C'est l'introduction de notions de co-création structurée, de copropriété des résultats et de co-exploitation. Bref, comment répartir la valeur créée au sein d'un collectif qui puisse intégrer des associations, des labos, des startups, des grands comptes. D'accord ? Par rapport à ça, on introduit des schémas d'intelligence collective. Tu prends la main peut-être, Stéphane, pour parler de cette partie-là que tu incarnes bien. Si, si. Allez, dis-moi un petit peu. Bon. Très bien. Donc, effectivement, l'idée, c'est de créer un écosystème cohérent avec différentes branches qui vont matérialiser les différents secteurs dans lesquels vont intervenir les entreprises. Donc, vous avez à l'intérieur, dans le cercle intérieur, les domaines qui sont effectivement la partie formation, R&D, création de capacités, accélération, donc tout ce qui est stratégie, événements et marketing, la partie communication et tout ce qui est médias et presse, et ensuite la partie business development avec le hub, la distribution des ventes, et enfin la finance qui va supporter tout ça. Et donc l'idée, c'est de créer des activités qui vont pouvoir former un tout dans lequel chacune des branches supporte l'autre. Et donc là, c'est la recette au décloisonnement entre les différents secteurs des entreprises traditionnelles, ce qui va permettre à chacun de ces secteurs non plus d'être un poste de coût, mais effectivement un poste de création de valeur et de richesse collective dans l'entreprise. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ça permet d'introduire et de mettre en synergie des gens d'acteurs métiers, de systèmes métiers différents. Des gens qui travaillent dans l'immobilier, des gens qui travaillent dans l'innovation, des gens qui travaillent dans les médias, vont pouvoir se coordonner et par des business groups qui sont en synergie les unes avec les autres, réussir à créer de la valeur ensemble. L'exemple standard qu'on donne, c'est on fait un événement, un concours d'entreprise de start-up. Donc ça, c'est la partie Dojo Events sur le marketing. Dans ce concours de start-up, il y a une start-up avec laquelle on accroche et qui rentre donc dans l'accélérateur, Dojo Boost, la stratégie. Cette start-up a besoin de locaux, elle va donc s'installer dans l'espace de coworking, Dojo Créa. Et finalement, cette start-up, pour se faire de l'argent en plus, en bootstrapping, le temps de monter en puissance, va donner des cours dans des écoles d'entrepreneuriat qu'on gère avec la partie Dojo School. Vous voyez, on se retrouve avec des synergies à tous les niveaux. Et c'est là où on passe d'un niveau d'intelligence collective pure à un niveau d'action collective. Alors ça a été lancé à partir de 2004. Là, on est monté à plus de 15 000 entrepreneurs accompagnés rien qu'en France, start-upers, chercheurs souhaitant monter, plus de 500 événements par an. Bon, il faut toujours mettre une planche pour montrer quelques facteurs de crédibilité. Donc oui, on travaille avec des grands groupes, aussi bien pour faire des concours que des missions de conseil ou des chasses de subventions, en partenariat avec différentes associations qui portent différents systèmes de valeurs. La partie FinTech que nous organisons par exemple, c'est avec Youth in Finance, qui est une association de jeunes financiers souhaitant remettre la finance au service de l'économie réelle et de l'humain, avec lesquels on a monté Traders to Business Angel, qui est un nouveau modèle de club de Business Angel. On en parlait en cette fin de matinée. Si vous le souhaitez, on a un document à vous faire remplir. L'idée, c'est d'aller chercher des business angels, pas des je défiscalise. Et donc d'aller chercher des gens en leur demandant qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à une start-up. Ensuite, on les fait matcher avec des start-up qui ont ces besoins-là.
et on rajoute par-dessus un outil normatif qui est l'Equity Matrix qu'on a développé, qui est aujourd'hui enseigné en MBA à l'école des ponts, et qui permet... Quoi ça? Human Me Tomorrow. Vous allez à lui direct. Et qui permet de répartir les parts d'une entreprise à T0 suivant les contributions de chacun. Donc très concrètement, vous pouvez venir accompagner une start-up, mettre un petit ticket dedans et ça vous ramène 0,1% de la start-up, mais venir l'accompagner sur des sujets critiques où elle est à poil et où elle a des risques de mort parce qu'elle n'y connaît rien, et gagner 1, 2, 3, 5% de part de la start-up parce que vous avez eu cet apport d'expertise. Ce qui remet bien le mot angel en premier. D'accord? Donc ça, on en a parlé ce matin. On est situé, on est né en France, on a ouvert en Chine, on a 15 000 m² d'espace de bureau à Pékin. On a ouvert le Portugal, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et là on a des partenaires qui commencent à essaimer. On a un partenaire à Brasilia au Brésil, on a un partenaire à Miami, on a un partenaire qui a des locaux à Pondichéry et qui nous fait rentrer en Inde, et on a un partenaire qui s'installe au Cambodge, et qui va être relativement chargé. Alors ce qui est amusant, c'est que quand on a rencontré Julien, il nous a dit « Oui, non mais c'est très bien tes trucs, donc il y a des gens qui peuvent investir dans de la start-up, bon. C'est un peu loin de notre univers. Est-ce que tu es capable de nous faire une offre qui ressemble à de l'immobilier, qui est un peu du Canada Dry de l'immobilier, mais qui puisse avoir un rendement extrêmement intéressant ?» Et le défi qu'il nous a lancé, c'est de proposer un produit d'investissement qui s'appuie sur le coworking et qui permette d'annoncer un rendement de 20% par an. Bon, on s'y est mis hier soir et ça nous a pris 10 minutes, hein, mais on est cher, faut dire. Et l'idée est la suivante. Vous êtes aujourd'hui habitué aux niches fiscales de l'immobilier. Vous les connaissez bien, vous les pratiquez bien, il y a plusieurs interventions cet après-midi qui vont sans doute en parler. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais Macron, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Macron va défoncer la plupart des niches liées à l'immobilier pour rediriger l'argent vers ce qui crée des emplois, etc., à savoir les PME, les TPE, puisque c'est là que se passe le combat pour l'emploi, pour la création de richesse, pour la croissance. Et donc, entre autres, ils viennent de mettre en place un amendement qui dit que pour l'année 2018, l'ISF, ça va péter, mais par contre, à titre exceptionnel, bon, c'est un exceptionnel politique, on espère bien que ce sera renouvelé l'année suivante, hein, on connaît, à titre exceptionnel, ce serait 30% d'économie sur l'impôt sur le revenu pour l'investissement au capital de PME non cotées. Concrètement, ça veut dire que si vous investissez 10 000 € dans une entreprise qui respecte des conditions, moins de 50 000 € de chiffre d'affaires, etc., enfin, toutes les définitions habituelles de la PME non cotée, eh bien, il y a 3 000 € d'impôts en moins à payer. Puis si vous payez en fait que 1 500 € d'impôts cette année, bah, vous en paierez 1 500 en moins cette année, donc 0, et 1 500 l'année prochaine. Il y a un report possible sur les années qui suivent. Et donc, le montage qu'on vous propose, en réponse au challenge lancé par Julien, est très très simple, vous allez voir. Nous créons une holding que nous appelons 46. Pourquoi 46? Parce que c'est x2 en 2023. Dans cette holding, vous investissez début 2018, donc vous investissez 100, et par définition, vous avez une économie d'impôt de 30, donc ça vous a coûté 70. Cette holding toute neuve, toute belle, s'arrangera pour respecter les conditions de manière à bénéficier des exonérations fiscales. La principale et la plus casse-pied, c'est d'avoir 2 salariés à la fin de la première année qui suit. Étant donné que ça a le droit d'être des CDD pendant une semaine du 27 décembre au 3 janvier à temps partiel, hein, c'est pas très compliqué à remplir. Si, je vous assure, ils savent bien faire les lois. Donc, cet argent est investi dans une société qu'on appelle 4046. Cette société investit à la valorisation actuelle dans la société Dojocrea, qui est la partie qui gère aujourd'hui nos outils de production, donc les espaces de coworking, les activités immobilières, et également, pour la petite histoire, les entités nearshore avec les jeunes salariés qu'on embauche au Sénégal, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Cambodge, pour les mettre à disposition des startups ici. Donc Dojocrea, c'est une boîte qui est née, alors l'activité a été lancée en 2007, mais sous Dojo Group, elle est descendue en filiale en mai 2011, c'est une société qui a levé plus de 1,5 million d'euros depuis, c'est une société qui est valorisée aujourd'hui à 20 millions d'euros, et 4046 investit tout cet argent dans Dojocrea avec un contrat très simple qui est que Dojo Group, l'entité holding qui a l'ensemble des activités de l'univers Dojo, s'engage à racheter au bout de 5 ans les parts que 4046 a dans Dojocrea avec une prime de 60%. 4046 fait donc un bénéfice exceptionnel
sur lequel elle se prend, alors toujours pareil, on ne sait pas comment ça évoluera les lois, mais à périmètre aujourd'hui, un tiers dans les dents d'impôt sur les sociétés, pour simplifier, ce qui fait donc plus 40%. Vous avez donc misé 100, récupéré 30, vous avez vraiment parié 70. Au bout de 5 ans, vous récupérez 140 après IS, tout frais payé. Vous avez donc bien fait, plus 100% en 5 ans, soit un équivalent de 20% par an. Challenge rempli, Julien? Comme vous voyez, c'est relativement simple. Pourquoi c'est relativement simple et pourquoi c'est simple pour nous à tenir? Tout simplement parce que nous sommes sur un univers qui est la version start-up de l'aspect immobilier. Quand vous prenez un bien immobilier, vous connaissez mieux que moi à la limite, toute la partie qui consiste à la prise de valeur du bien, avec ces grandes discussions éternelles de « mais ça ne pourra pas monter, il va y avoir un alignement », mais non, regarde, Londres est encore plus cher, je ne vous la fais pas, on l'a déjà entendu 50 fois. Concrètement, vous avez donc un rendement et vous avez une prise de valeur du bien. Mais cette prise de valeur, elle n'est pas démentielle. Elle ne ressemble pas aux choses qu'on a pu regarder ce matin avec des multiples x20 sur une start-up, avec des x3 en 3 mois sur le Bitcoin. On n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. D'où le fait que vous faites vos raisonnements et vos calculs avec un rendement garanti. C'est le but du jeu. Sauf que dans l'univers start-up... Pourquoi? Marche mieux? D'accord. Sauf que dans l'univers start-up, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Dans l'univers start-up, quand vous prenez des parts d'une boîte, vous pouvez faire un x5, x10, x20 en 3 ans, en 5 ans. Vous pouvez aussi faire x0. C'est le principe. Mais on retombe dans une analyse classique de risk-reward. Vous pouvez gagner plus, vous pouvez perdre plus, il y a plus de volatilité, etc., etc. Sauf que dans l'aspect coworking, on a un peu le meilleur des deux mondes. Ça ressemble à de l'immobilier. On loue des lieux, on reloue à la découpe. On a une rentabilité de 40%, qu'on peut montrer là sur les 5 dernières années, sans problème. En appliquant des ruses assez proches des vôtres. On prend des lieux très proches de noyaux comme République, mais sur des rues non passantes, des boutiques mais en ruine. Les gens qui veulent une boutique veulent soit une rue passante, les gens qui veulent des bureaux, ils veulent pas une boutique pour pas être emmerdés. Dans les deux cas, c'est chiant, si c'est de la ruine, ça se loue pas, il faut faire des travaux. Bref, on s'arrange pour avoir un point d'équilibre à 50% de remplissage. Et donc, en moyenne, on délivre du 40% de rentabilité par an. Ça, c'est l'activité, je dirais, rentabilité normale, qui nous permet déjà de proposer un truc de genre sans être stressé. Sauf que tiré par la locomotive mondiale WeWork, mais il y en a une flopée derrière, dont DojoCrea, il y a en fait des points de repère de valorisation. Alors la valorisation, c'est un vaste débat. La valo d'une start-up, c'est la valeur utilisée comme référentiel pour les investisseurs. Et puis ça monte, ça monte, ça monte, et ça ressemble à un Ponzi jusqu'à ce que ce soit racheté par un grand groupe ou une entrée en bourse, ou que ça devienne très rentable, ou que ça meure et c'était un Ponzi. C'est très drôle l'univers start-up. Le truc, c'est que dans cet univers immobilier sous l'angle start-up, la valorisation d'un réseau d'espaces de coworking tourne à peu près dans tous les pays et depuis plusieurs années entre 5 et 10 000 euros par mètre carré opéré. Donc, si vous avez aujourd'hui 20 000 mètres carrés, votre boîte de coworking que vous exploitez, etc., quelle que soit à peu près la rentabilité, indépendamment d'avoir une bonne rentabilité, bah vous faites 20 000 fois 5 000 à 10 000, donc 100 à 200 millions d'euros de valorisation, avec des opérations de rachat par WeWork ou par un autre réseau, avec des opérations d'investissement de grands groupes hôteliers chinois pour développer le truc, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme étant l'avenir de l'immobilier de bureau. Dans quelques années, on ne parlera plus de coworking. On dira de même que aujourd'hui, bail précaire, c'est pas un truc particulier. C'est bail 369 ou bail précaire. Demain, on parlera de 369 précaire ou coworking. Ça va rentrer complètement dans les mœurs, ça va se dissoudre. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le coworking est au croisement d'une activité immobilière très proche de ce que vous connaissez et maîtrisez, et en même temps d'une activité start-up. Donc Julien, nous avons mis en place effectivement une offre clé en main pour toi qui consiste à utiliser la partie immobilière. Évidemment, c'est pour les gens qui veulent un placement garanti. Pour donner un point de repère, les gens qui ont investi dans DojoCrea directement il y a 2 ans et demi, qui ont investi à une valeur de 6 millions d'euros et ont déjà fait x3,5. Mais ce n'est pas le même risque et il n'y a pas de rendement garanti. Voilà. Je vous remercie. Des questions de l'assistance ou un commentaire, Julien, sur le challenge que tu nous as lancé? Excellent. Bon, bah, excellent. Donc, on découvre une nouvelle façon d'investir.
et surtout une garantie de résultat qui est assez appréciable, parce que bon, bah, du coup, nous, comme investisseurs immobiliers, on a tendance à investir pour nous-mêmes. Et il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de risques que nous prenons. Donc là, bon, il y a de l'expérience derrière, donc c'est une nouvelle façon de faire. En fait, le fait d'aller changer les chasses d'eau et de gérer comme il y a une merde, concrètement, c'est l'opérateur de coworking qui le gère. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de proposer un plus 100% en 5 ans, donc 20% par an? Tout simplement parce que pour nous, puisqu'on utilise l'effet de levier de la défiscalisation Macron, etc., ça revient à un emprunt à 10%. Et un emprunt à 10% sur une activité où d'une part on arrive à faire du 40% de marge et d'autre part la valo fait x3 tous les 3 ans, c'est pas très stressant, j'ai envie de dire. Pour information, là la chasse est ouverte pour début janvier, puisqu'il y a donc cet amendement qui va être modifié, etc. Donc c'est une opération que nous avons construite pour vous et qui a lieu maintenant. Et maintenant, ça veut dire? Maintenant, ça veut dire dans la semaine qui vient pour les premiers arrivés, premiers servis, jusqu'à hauteur de 300 000 € maximum. Et une fois qu'on a atteint les 300 000 €, trop tard, on verra après, en février, mars ou avril, si on en relance une. Mais ce sera tout. Bon. La structure de financement actuelle de Dojo Group, parce que j'ai compris que c'était la holding, elle ressemble à quoi? Elle est à 50% endettement, 50% fonds propres? Comment... Intégralement fonds propres. Intégralement fonds propres, donc il n'y a pas d'endettement. Il n'y a pas d'endettement autre que de l'intra-groupe entre les boîtes, parce qu'il y a des flux d'argent. Par exemple, quand on a lancé l'accélérateur de start-up, nous on s'est dit, en mode bon sens paysan comme n'importe quel d'entre vous, bah, on a des places libres dans la partie coworking, on va prendre des parts dans les start-up et puis ça ne nous coûte rien. Puis là, il y a l'expert comptable qui est arrivé en disant ce que tu fais là s'appelle de l'ABS. Ah, donc concrètement, on fait quoi? Ben, concrètement, Dojo Créa facture à Dojo Boost, et puis il ne demande pas à Dojo Boost de payer la facture, et donc il y a une dette intra-groupe de Dojo Boost vers Dojo Créa. Oui, enfin c'est de l'intra-groupe, on s'en tamponne. Donc c'est la première fois que vous faites ce type d'opération? Non, on a levé plus d'1,5 million d'euros sur Dojo Créa. Au total, sur l'univers Dojo, on a levé plus de 3,5 millions d'euros. Là, autour de la table, vous avez plusieurs partners Dojo, et c'est intéressant parce que ça illustre bien la variété des profils. Alexandre, qui est donc le point de contact entre nous et le cercle des investisseurs en immobilier, on s'est rencontrés à la fois par le côté immobilier et par le côté consultant, transformation digitale, transition numérique, etc. David Pincet, qui nous a fait une intervention ce matin, est spécialiste à la fois du gros hacking et des crypto-monnaies. Et quant à Stéphane, bah, il nous fait en ce moment des restitutions de la COP23 qu'il a couverte à la fois au nom de En Marche et au nom de Dojo, sachant que tu avais aussi couvert la COP22, si je me souviens bien. Et donc, est notre expert de tout ce qui est sortir du carbone, etc., etc. Et ces tendances, ces différents types de profils, ça se retrouve dans les activités Dojo. Dans les activités Dojo, on s'est financé à la base par la partie coworking qui était la cash machine. Aujourd'hui, on est en train de monter nos premières holdings d'investissement et ce sont des rentes financières qui vont devenir la cash machine du groupe. Entre les deux, on a eu un passage où c'était beaucoup d'événementiels et de concours vendus à Adidas ou à d'autres qui nous servaient de cash machine. Donc en fait, on rebondit et c'est un petit peu comme une stratégie de couverture de risque, je sais pas moi, risque de change quand tu es en multidevise. On est en multisecteur d'activité. Multisecteur d'activité plus multi-pays, ah, tu peux nous traquer jusqu'à ce qu'on crève. Enfin, il va falloir nous traquer, quoi. Parce que s'il y a une activité qui baisse, c'est qu'il y en a une autre qui monte. À partir du moment où tu joues sur les différents types d'activités et dans différents pays, tu es a priori très très résilient. Et le ticket minimum, c'est combien? On s'en fiche, pour faire des formules simplifiées, on va faire par multiple de 2500 ou de 5000 euros parce que je mets 1670, c'est chiant à rédiger, mais c'est pas tellement l'important. Là, on vous propose une opération qui, premier arrivé, premier servi, jusqu'à 300 000 euros et qui doit être terminée avant fin décembre pour pouvoir faire les trucs dès début janvier. Tout simplement. Oui. Où est-ce que vous comptez ouvrir votre prochain espace? Alors, de manière amusante, on ne va pas continuer à ouvrir des espaces de coworking sec parce qu'il n'y a pas assez de valeur ajoutée. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté sur le coworking, qu'on a monté des accélérateurs de start-up, des trucs de genre? À l'époque, les gens qui étaient intéressés par le coworking pour investir nous disaient vous vous emmerdez avec start-up, ça ramène rien, je ne veux pas venir. Juste après, c'est les start-up qui ont été en odeur de sainteté, les gens nous disent vous avez de l'immobilier, c'est chiant, on ne veut pas venir. C'est pour ça qu'on s'est financé en fait par des gens qui rentrent et qui deviennent les forces vives de Dojo. C'est que des vrais gens qui ont mis des vrais sous. Il n'y a pas de réseau de business angel, il n'y a pas de VC, c'est que des gens comme vous et nous. Au total, on en est à 3,5 millions d'euros. Et en fait,
Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que quand on a vu arriver les bureaux à partager, eWorky et tout, on s'est rendu compte que le mec en face qui a un plateau là avec 50 ingénieurs et qu'en vire 20 à cause de la conjoncture, il va essayer de sous-louer une partie pour limiter la casse. Donc tu as une activité où tu cherches à faire de la marge, face à une activité qui propose la même chose où ils veulent juste se rembourser une partie de leur loyer. Si tu n'amènes pas de la valeur ajoutée supplémentaire, tu ne peux pas gagner, tu es mort par construction. Et donc, là on est en train, les uns après les autres, de laisser filer nos espaces de coworking, mais on est en négociation avec de gros acteurs, côté école, côté grands groupes comme HSBC, pour ouvrir en fait des Innovation Centers. C'est quoi un Innovation Center? C'est un bâtiment plus grand, où le rez-de-chaussée, c'est comme ici une salle événementielle. Le deuxième et le troisième étage, c'est des plateaux de start-up éventuellement financés par des grands groupes que ça intéresse. Et au premier étage, tu mets un plateau de coworking, mais au lieu que ce soit n'importe qui paye sa place et est accepté, on fait un plan de table. Il nous faut une agence de com, un développeur front, un développeur back-end, un graphiste print, un graphiste web, une agence RP, etc., etc. Et donc là, on se retrouve avec un coworking qui est utilitaire pour faire fonctionner un ensemble sur une thématique précise. Les objets connectés, la fintech, les startups du domaine RH, les startups autour de l'éducation, ce qu'on appelle les headtech, ou le développement durable. Et donc là, on a des discussions enclenchées avec plusieurs acteurs pour qu'ils nous financent le lieu. Auquel cas, c'est assez top parce que la partie immobilière reste gérée par Dojo Créa, sauf que le tout est préfinancé à l'avance par un grand compte partenaire de l'opération thématique. Donc c'est encore mieux. Donc du coup, on est en train de laisser filer le coworking set pour aller vers ces Innovation Centers. Et donc le prochain, c'est une excellente question. Là, il y a des discussions pour l'ouvrir à Londres, dans des locaux d'HSBC. Il y a des discussions pour l'ouvrir à Nice, enfin Sophia Antipolis, dans les locaux d'une école. Enfin, on a plusieurs acteurs comme ça qui souhaitent se positionner et qui on amène un historique. Parce que c'est nous qui avons introduit le coworking en France en 2007, c'est nous qui avons créé le premier accélérateur privé de start-up en France en fin 2011. Donc on a un historique qui est quand même assez sympa, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont plus de 10 ans d'expérience, etc. Et donc du coup pour ces interlocuteurs, on arrive avec un écosystème complet qui leur donne très envie, puisqu'ils ont des besoins et ils n'ont pas toutes les cartes en main. C'est aussi pour ça que dans l'opération qu'on propose, parce qu'on aurait pu faire un montage légèrement différent. Hier soir, au bout de 5 minutes, on avait fait un montage un peu différent avec une ligne de crédit, un truc de genre. Puis on s'est dit que le plus rassurant, c'était que ce soit Dojo Group qui s'engage à racheter, parce que je suis incapable de dire, dans les différentes boîtes de l'univers Dojo, Dojo Créa le coworking, Dojo Boost l'accélérateur de start-up et le conseil au grand groupe, Dojo School les écoles d'entrepreneurs, je ne sais pas laquelle va exploser. Donc du coup, que ce soit Dojo Group qui assure le truc, finalement, si c'est pas Dojo, si Dojo Créa, ça monte pas plus que ça, mais que c'est Dojo Boost qui explose tout, Dojo Group peut quand même racheter et exercer son option. Enfin, c'est pas une option d'ailleurs, et respecter son engagement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette opération ou sur Dojo dans l'ensemble? J'ai une petite question pour votre expansion en Afrique par exemple. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors concrètement, en Tunisie, on travaille avec une entité qui s'appelle First Kill